Un ancien président de la République en prison dans une affaire de financement de sa campagne. Une chef de parti déclarée inéligible en première instance pour avoir employé de faux assistants parlementaires au Parlement européen. Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, deux illustrations des scandales qui ont marqué la vie politique française ces dernières années. Des scandales liés au financement de cette vie politique, financement que veut réformer Transparency International, qui lutte contre la corruption, notamment en Europe. On en parle aujourd'hui sur Radio avec la responsable plaidoyer vie publique de Transparency International France. Bonjour Diane Semerjian. Bonjour. Alors l'année 2025 qui s'est achevée il y a quelques jours a donc, je le rappelais, été marquée par ces deux procès. Il y aura un procès en appel d'ailleurs dans ces deux affaires, celle du financement libyen pour Nicolas Sarkozy et des assistants parlementaires du RN pour Marine Le Pen et d'autres élus du parti. Qu'est-ce que ces deux affaires d'abord disent de la politique française actuellement ? Alors elles disent beaucoup de choses. D'abord, elles explicitent et elles rendent plus intelligible le lien entre la corruption, la lutte contre la corruption, l'état de droit et la démocratie dans un premier temps, puisqu'on voit que ces grands scandales politico-financiers impactent grandement la confiance des citoyens et des citoyennes en leurs décideurs publics. Ça, on pense à Transparency que c'est un marqueur assez fort qui a des dommages et des conséquences importantes, notamment sur la perception de la corruption par les Français et les Françaises. Ça montre aussi qu'on a affaire à des affaires qui sont de plus en plus complexes, sur des temporalités qui sont de plus en plus longues et sur un champ d'expertise qui est de moins en moins compris aussi par les Français et les Françaises, qui demandent aussi davantage de redevabilité, davantage de transparence et davantage de compréhension de ces différents faits et de ces différentes affaires. Alors Transparency International est présent dans de nombreux pays européens. Comment ces deux affaires ont été perçues par vos collègues dans d'autres pays ? Eh bien, ça a égayé, je pense, leur curiosité, puisque c'est pas banal quand même, déjà, de voir un ancien président de la République comparaître devant un tribunal. Au-delà de ça, il y avait aussi d'anciens ministres. Cette affaire, elle se distingue parce que on y voit aussi la qualité des prévenus qui sont concernés, et puis on voit aussi la longueur et la difficulté des investigations que ça représente. D'ailleurs, on a souvent dit ou entendu dire que le parquet national financier n'avait qu'une idée en tête, c'était faire condamner Nicolas Sarkozy, mais en réalité ça a été des années et des années d'enquête, ça a été très difficile avec les moyens de la justice financière de pouvoir justement arriver jusqu'à ce qui est un signe de bonne santé dans une démocratie, à un procès comme celui-ci. Donc je pense que ça a égayé effectivement leur curiosité. Et puis aussi, c'était aussi pour les associations de lutte anticorruption un moment très important parce que ça nous permet de faire de la pédagogie sur ce que c'est que l'intégrité de la vie publique, sur ce que c'est que la corruption, sur ce que c'est que ce qu'on entend par exemple association de malfaiteurs, ce qui a été donc le chef de condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy, d'un certain nombre de prévenus dans le procès. Et puis aussi, c'était pour la première fois l'occasion pour les associations de lutte anticorruption d'être partie civile dans ce procès, toutes les trois, et donc de faire front commun pour justement mettre en lumière tout ce que cette affaire fait résonner avec l'actualité et tout ce que ça doit éveiller chez nous en termes de préparation aussi vis-à-vis des nouvelles élections qui vont survenir, notamment la prochaine présidentielle en 2027, de fait à ce que ces affaires ne se reproduisent plus jamais. Vous parliez de pédagogie, ce qu'ont permis ces deux affaires. Pourquoi parler de pédagogie ? Pour vous, les Français, les Françaises ne savent pas assez comment est financée leur vie politique et pourquoi il y a ces dérives-là ? Je pense que les Français et les Françaises sont vraiment pas dupes. Après, je suis pas une femme politique, donc je m'exprimerai pas pour les Français et les Françaises. Mais en tout cas, la lutte anticorruption, c'est une matière qui est difficile à appréhender. D'abord, on parle souvent de perception de la corruption parce que c'est difficile aussi, c'est par nature opaque. Donc, c'est difficile, par exemple, d'avoir des statistiques qui soient extrêmement parlantes. On parle du coup souvent de perception. Nous, à Transparency, par exemple, on a un indice de perception de la corruption. On va en parler peut-être un petit peu après, puisque ça résonne aussi avec notre sujet. Mais c'est aussi l'occasion d'entendre des termes qu'on n'entend pas forcément dans la vie quotidienne quand on parle de nos décideurs et de décideuses publiques. Il y a, par exemple, la question du mandat de dépôt différé. Il y a, par exemple, la question de l'association de malfaiteurs, du détournement de fonds publics. Tout ça, ça peut paraître être une matière
caractère assez technique. Alors qu'en réalité, quand on regarde les faits, quand on regarde l'affaire, on peut facilement appréhender la gravité de ce qui est reproché, la gravité des faits, et puis effectivement le narratif, le storytelling derrière aussi ce scandale-là de potentielle corruption, de pacte de corruption potentiel entre Nicolas Sarkozy et d'autres prévenus. En tout cas, je pense que les gens ne sont pas dupes et qu'ils voient, en tout cas de ce qu'on a vu dans les chiffres, en tout cas c'est par exemple dans le délibéré du procès des financements libyens, la condamnation de Nicolas Sarkozy, pour partie, elle a été très bien comprise de ce qu'on a vu dans les sondages, entendu, en tout cas après les sondages sont ce qu'ils sont, mais en tout cas la décision, le délibéré en première instance a été bien compris et de la plupart des gens qui ont été en tout cas sondés. Donc ça donne aussi un indicateur sur la raison du débat et sur l'intérêt de manipuler ces faits et ces histoires avec pédagogie, explication. Et nous, c'est aussi notre rôle, accompagner, sensibiliser, faire comprendre ce que c'est que la corruption, pourquoi on n'a pas le droit de détourner, d'utiliser un pouvoir qui est donné pour l'intérêt général, pourquoi on n'a pas le droit de le privatiser, de l'utiliser pour soi-même, de le détourner de son rôle initial, etc. Alors, vous avez parlé donc de cet indice de perception de la corruption et de ce classement qu'établit tous les ans Transparency International. La France était 25e dans le classement publié l'an dernier, moins 5 places en un an. Qu'est-ce qui explique cette dégringolade, même si ça reste que moins 5 places, mais cette baisse dans le classement de la France ? Alors tout à fait, vous êtes bien renseigné. Donc le dernier indice de perception de la corruption, il est particulièrement inquiétant. D'abord, la moyenne des pays qui se situent au sein des pays dits pleinement démocratiques, elle est à 70. Or nous, notre place aujourd'hui, elle est à 67 en termes de place dans l'indice de perception de points, dans l'indice de perception de la corruption. Donc ça veut dire que pour la première fois aussi, on est passé sous l'indice, la moyenne des pays qui sont considérés comme pleinement démocratiques. Ça doit être une ligne rouge, ça doit être une alerte tout de même. Alors l'indice de perception de la corruption, il concerne que le secteur public, il faut le dire. C'est une méthodologie bien précise qui repose sur 13 bases de données. Donc c'est vraiment un indice de perception qui est sérieux. Après, ça reste aussi une question de perception et on l'a interprété à travers différents vecteurs, différents éléments de compréhension. Déjà l'année 2024, elle a été particulière au niveau politique. Tout simplement, si on regarde juste l'ornière politique, il y a eu la dissolution, il y a eu des dissensions aussi dans la façon de faire consensus, de faire politique avec de nombreux gouvernements, avec aussi une méthodologie politique qui a parfois déplu aux citoyens et aux citoyennes. Donc ça a eu un impact forcément sur la façon dont les décideurs et décideuses publiques sont vus par les citoyens. Peut-être un manque de cohérence en fait dans l'action politique qui se retrouve dans cette chute dans l'indice de perception de la corruption. Et évidemment, on en a parlé au début, il y a eu un certain nombre de grandes affaires qui viennent rompre en fait aussi avec ce qui était à la base dans l'idée du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui était l'idée d'une république exemplaire, avec notamment le cercle proche du président, mais aussi les ministres qui ne devaient plus être mis en examen pour telle ou telle affaire. Or, il y a eu un renoncement, quelque part, à cette forme de république exemplaire. Donc, je pense aussi que ça a eu, effectivement, que c'est un des critères de compréhension de cette dégringolade. Et puis, en filigrane aussi, de nombreuses atteintes sourdes, mais continuelles et aussi transpartisanes à l'état de droit. Et ça, on pense que ça interagit aussi avec cet indice de perception de la corruption. Ça fragilise, en tout cas, à la fois le corpus matériel, mais aussi symbolique de ce que représente l'état de droit, qui n'est pas l'état du droit, mais qui est l'état de droit, c'est-à-dire les valeurs et les principes qui nous unissent tous et tout en tant que citoyens et citoyennes. Et ça, c'est aussi un élément de compréhension. Et ces différents objets-là, combinés peut-être à un manque de volonté politique de lutter efficacement contre la corruption, nous donnent effectivement cette dégringolade dans l'indice de perception de la corruption. On aura le prochain qui sortira en février. Donc j'invite à une grande attention pour voir la suite de tout ça.
On parle de financement de la vie politique française et des réformes à mener pour éviter les dérives selon l'ONG Transparency International France. Notre invité aujourd'hui sur Radio est Diane Semerjian, responsable plaidoyer vie publique. Alors vous parliez donc on parlait de cet indice de perception de la corruption et de la France qui a chuté dans le classement. Quel est le problème avec la législation française aujourd'hui sur le financement de la vie politique selon Transparency International et selon vous donc? Alors, il y a la législation sur les enjeux de corruption et puis il y a la législation spécifique au financement de la vie politique. Effectivement, alors déjà dans la lutte anticorruption, il y a eu différentes lois qui ont structuré les questions d'intégrité de la vie publique. Entre 2013 et 2024, on a eu plusieurs lois qui sont venues mettre en place un dispositif de conservation de l'intégrité de la vie publique et aussi de lutte contre la corruption, que ce soit du côté préventif ou du côté répressif. Donc on a notamment des autorités administratives et indépendantes, notamment dans le champ du financement de la vie politique, qui agissent. Je pense évidemment à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui est un peu l'éléphant dans la pièce dans ces affaires de financement de la vie politique. Nous, on est parti sur le volet financement de la vie politique d'un constat très clair. C'est que dans toutes les dernières élections présidentielles, il n'y en a pas une qui n'est pas concernée par un scandale politico-financier. Jusqu'aux 2 dernières campagnes d'Emmanuel Macron avec les affaires McKinsey qui sont toujours en cours d'investigation. Donc ce cabinet de conseil cabinet de conseil, exactement. Une aide à la campagne d'Emmanuel Macron. Tout à fait. J'aurais pas mieux dit. C'est très bien expliqué. Et puis bon, il y a eu d'autres affaires qui sont directement dues au financement de la vie politique. On parlait de 2007, la campagne de 2007 avec le procès des financements libyens. Mais voilà, on les liste. On a effectivement sorti un rapport qui s'appelle Financer la démocratie en explicitant, en donnant quelques pistes de réformes. Et donc, il y a des réformes qui sont effectivement très pratico-pratiques, qui ont identifié les failles qu'on a trouvées dans le cadre de ces procès. Pourquoi, par exemple, il y a des circulations anormales d'espèces, notamment dans la campagne. Pourquoi, en tout cas, le tribunal parle de circulation anormale d'espèces dans la campagne de 2007. Donc, comment on peut agir à travers ce levier, comment on peut renforcer la coopération entre les institutions. Donc, nous, on propose notamment une task force interinstitutionnelle qui va venir justement contrôler l'élection présidentielle dans toutes ses complexités, notamment dans un cadre d'aggravation, notamment des ingérences étrangères qui pèsent sur les élections, notamment sur l'élection présidentielle. On l'a vu avec le cas roumain, par exemple, où une élection présidentielle a dû être annulée, notamment à travers des faits d'ingérence étrangère. Donc c'est quand même des contenus sur le réseau social TikTok, sur les réseaux sociaux, effectivement, ils ont fait émerger un président sur TikTok en l'espace de 2 semaines. Mais derrière ça, il y a des réseaux, il y a des flux financiers, il y a des intermédiaires. Donc voilà, il y a quand même cet enjeu de flux opaques, de flux financiers opaques. Et nous, on propose aussi de rendre plus transparents les flux entre partis politiques et campagnes électorales, d'ouvrir également les droits de communication, par exemple, de la Commission nationale des comptes de campagne, pour qu'elle puisse mieux contrôler, pour qu'elle ait davantage de capacités d'enquête, d'investigation et de sanctions. Il y a aussi, alors ça c'est un petit peu technique, mais c'est en même temps très important, donner le pouvoir aux autorités administratives et indépendantes de pouvoir avoir un pouvoir de sanction pour désengorger le juge de l'élection et le juge pénal et leur permettre effectivement de venir de façon préventive mettre en place un certain nombre de sanctions administratives pour les détecter avant que ça devienne de grands scandales. Si par exemple pour Big Malion, on avait eu la possibilité pour la Commission nationale des comptes de campagne d'entrer en contact directement avec les prestataires de services, peut-être qu'on aurait pu trouver le poteau rose en amont et éviter plusieurs années. Donc il y a des petits ajustements à faire. On a une des législations sur le financement de la vie politique et ça il faut le dire parce que c'est quand même très important. On a un dispositif qui est très envié en Europe, qui est un des plus ambitieux en Europe. Néanmoins, aujourd'hui, ce dispositif, il est très connu, mais il n'est pas forcément adapté aux contemporanéités de ce que c'est que le financement de la vie politique. Et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques quand même dans d'autres pays européens dont pourrait s'inspirer la France ?
Bien sûr, il y en a. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des approches qui sont différentes. Par exemple, en Allemagne, l'équivalent du défenseur des droits, il joue un rôle important dans le financement de la vie politique. La Cour constitutionnelle aussi. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. En France, on a cela de particulièrement bien que les personnes morales, les personnes de droit privé n'ont pas le droit de financer les campagnes électorales ou les partis politiques. Donc, il y a une frontière qui est bien délimitée entre le financement des campagnes et des partis politiques. Il est public. Donc c'est quand même, il faut le préciser, c'est quand même quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, il y a, par exemple, on en entend souvent parler, par exemple avec le projet, on en parle dans le rapport avec le projet Périclès, Pierre-Édouard Stérin. Comment c'est possible ? C'est quelque part une trahison de l'esprit de la loi. Comment c'est possible qu'on puisse effectivement utiliser une fortune personnelle qui est tirée de gains commerciaux, qui est tirée d'une activité financière commerciale, et qu'on puisse de cette façon-là investir le débat politique en finançant un certain nombre de structures métapolitiques, parapolitiques, à travers des instituts de formation des élus, des médias, etc. Donc il y a peut-être aujourd'hui une réflexion à avoir sur le détournement de l'esprit de la loi initiale, sur le financement de la vie politique, pour la rendre plus rigoureuse vis-à-vis des menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'intégrité de l'élection présidentielle. Et je vous invite à aller lire le rapport où tout est détaillé et où on ouvre aussi un certain nombre de perspectives, notamment sur plein d'enjeux comme les crypto-monnaies, comme sur la désinformation, plein de choses qui pèsent aujourd'hui aussi sur l'intégrité de l'élection présidentielle. Et justement, dans ce rapport, vous venez d'en parler sur la désinformation, vous proposez de renforcer les barrières contre la manipulation de l'opinion publique. Comment on met ça en place concrètement ? Alors, justement, ça, c'est pour ça qu'on parle de cette task force interinstitutionnelle. Déjà, il y a un enjeu de coopération forte, renforcée entre les différentes administrations, enfin toutes les différentes autorités administratives et indépendantes. Il y a notamment l'ARCOM, mais il y a aussi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui observe, examine les déclarations d'intérêt, de patrimoine des différents candidats, mais aussi qui permet du coup de détecter un certain nombre de conflits d'intérêts potentiels ou alors d'enrichissement personnel potentiel. Sur la manipulation de l'opinion, effectivement, on voit aujourd'hui qu'on peut agir sur les temps d'antenne. On voit qu'on peut également agir. Alors toujours attention, il faut le borner parce qu'il y a toujours l'enjeu absolument fondamental de la liberté d'expression, des libertés publiques qui doit être au centre de cette réflexion. Mais en tout cas, nous, par exemple, dans la lutte anticorruption, on a quelque chose à dire là-dessus aussi parce que, par exemple, si on regarde les réseaux de désinformation, on voit qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires qui rendent opaque finalement le flux de ce qui doit normalement être une information sûre et vérifiée. Donc on pourrait presque considérer ça comme de la corruption au final, puisque le droit à une information fiable et vérifiée, c'est un droit fondamental. Donc à partir du moment où c'est capté de façon outrancière par des intérêts privés, ça cadre presque avec le mandat, enfin voilà, ça pourrait cadrer avec le mandat de Transparency International. Donc il y a beaucoup de leviers par lesquels on peut agir, que ce soit le levier institutionnel, que ce soit le levier médiatique, que ce soit par le biais de l'élection aussi, où on sait que ce sont des temps qui sont particulièrement exposés à la désinformation et aux ingérences étrangères. On l'a vu avec les Macron Leaks il y a quelques années, au moment de l'élection présidentielle. Il y a des temps qui sont très fragiles, notamment par exemple le temps de réserve, ce week-end qui précède l'élection, où il peut y avoir effectivement, où les candidats n'ont plus le droit de mettre en avant leur programme politique, etc. Donc il y a à la fois des temporalités et des leviers avec lesquels on peut agir. Ils sont présentés dans le rapport, j'en ai dit là un certain nombre, et on pense que c'est aussi quelque chose pour lequel il faut plaider et auquel il faut être particulièrement attentif. Rapidement, donc on entre en 2026, on l'a dit au début de cette interview, dans un cycle électoral avec les municipales et les présidentielles. Pour terminer, vous êtes plutôt confiante pour justement le financement de la vie politique pendant cette période électorale qui va être assez courte finalement ?
On espère. En tout cas, on sait que les autorités, les institutions, quand même, sont conscientes de tous les dangers qui pèsent sur l'intégrité de l'élection. On pense aussi que il y a un certain nombre de cadres, de législation à solidifier, notamment d'ici 2027, notamment sur la résilience de l'état de droit. Nous, on va plaider pour renforcer tout un certain nombre de cadres institutionnels, justement, pour que ça ne puisse pas être détourné de son rôle initial et qu'on puisse se préparer effectivement à tous les scénarios, notamment sur le dispositif de lutte anticorruption et sur le dispositif d'intégrité de la vie publique, qui est parfois très dépendant d'enjeux de nomination et de certaines choses de ce type-là. Donc, on va voir venir les choses comme tout le monde. On aura effectivement des recommandations sur le volet municipal. On aura aussi, au-delà du financement de la vie politique, des recommandations et des recommandations sur le volet de l'élection présidentielle. Et comme tout le monde, on sera attentif et au front pour que nos différentes revendications soient prises en compte, prises en considération. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce calendrier électoral, il répond aussi à un calendrier judiciaire. Et donc, il faudra faire preuve d'une grande attention pour pas tout mélanger et qu'effectivement, ce qui doit être préservé, à savoir l'état de droit, reste, lui, intangible et sacré. Merci beaucoup, Diane Semerjian. Je rappelle que vous êtes responsable plaidoyer vie publique de Transparency International France. Vous nous donnez rendez-vous donc en février pour connaître le classement de la France dans l'indice de perception de la corruption. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Euradio. Merci beaucoup.